Quand j'ai commencé à examiner les photographies des asiles d'orphelins de 1890 à 1910, je m'attendais à trouver des histoires tragiques de maladies, de migration, d'abandon causés par la pauvreté. Ce que j'ai trouvé était bien différent. Des bâtiments institutionnels immenses, construits en 2 ou 3 ans seulement, remplis de milliers d'enfants portant des uniformes identiques. Dans les archives de l'orphelinat de Paris en 1902, j'ai découvert un recensement montrant 847 enfants avec la même date d'admission et une notation troublante, origine inconnue. Aucun certificat de décès correspondant, aucune documentation d'immigration, aucun registre paroissial expliquant cette explosion démographique. Les orphelinats étaient construits sur les ruines de complexes institutionnels précédents, et les dossiers des enfants commençaient précisément quand les cartes des villes changeaient. Ces enfants n'étaient pas des abandonnés qu'on secourait, c'étaient des survivants qu'on documentait, après quelque chose qu'on ne nous permet plus de nous rappeler. Quand j'ai commencé à comparer les statistiques de population orpheline dans les grandes villes européennes et américaines entre 1880 et 1920, je m'attendais à trouver des augmentations graduelles correspondant à l'industrialisation, des pics lors d'épidémies, des corrélations avec les vagues de migration. Ce que j'ai trouvé m'a glacé le sang. Les graphiques des bureaux de recensement de Philadelphie, Paris, Londres, Moscou montraient tous la même chose. Des populations d'orphelins stables, presque plates, jusqu'en 1892. Et puis soudainement, une explosion verticale. Des augmentations de 300, 400, parfois 700% en l'espace de 3 ans seulement. À Paris, le nombre d'orphelins institutionnalisés passe de 4200 en 1891 à 16 800 en 1894. À Philadelphie, de 2100 à 8900 dans la même période. À Londres, les chiffres grimpent de 8400 à 34 000 entre 1892 et 1896. Je me suis dit qu'il devait y avoir eu une catastrophe, une épidémie massive, une famine, quelque chose qui expliquerait cette hécatombe de parents. Mais quand j'ai cherché les registres de décès correspondants, je n'ai rien trouvé. Les taux de mortalité dans ces villes restaient normaux, pas d'augmentation significative, pas d'épidémie documentée, pas de catastrophe enregistrée. J'ai examiné les documents d'immigration, pensant peut-être à un afflux massif de réfugiés. Rien. Les chiffres d'immigration restaient constants. J'ai consulté les registres paroissiaux, cherchant des mariages, des baptêmes, des enterrements qui expliqueraient d'où venaient ces milliers d'enfants. Là encore, rien qui corresponde à l'ampleur de cette explosion démographique. Et puis j'ai commencé à lire les registres d'admission eux-mêmes. Des milliers de pages, écrites à la main, documentant l'arrivée de chaque enfant. C'est là que j'ai remarqué les annotations dans les marges. Parenté incertaine. Cette phrase revenait encore et encore. Aucun dossier disponible. Des centaines de fois. Famille inconnue. Sur page après page. Ces annotations n'étaient pas des exceptions. Elles étaient la règle. Dans certains orphelinats, 60 à 80% des nouveaux arrivants entre 1892 et 1896 n'avaient aucune documentation de provenance. Mais voici ce qui m'a vraiment frappé. Ces enfants avaient des âges enregistrés, entre 2 et 12 ans pour la plupart, ce qui signifie qu'ils seraient nés entre 1883 et 1893. Leur certificat de naissance aurait dû exister. Les registres de baptême auraient dû être là. Les dossiers hospitaliers de maternité auraient dû être archivés. Je me suis plongé dans ces archives, les registres de naissance pour ces années précises, et j'ai trouvé des lacunes. Pas des pertes aléatoires, des absences chirurgicales, des pages manquantes exactement pour les périodes qui auraient documenté la naissance de ces enfants. À Lyon, les registres de baptême de 1885 à 1889 montrent des pages arrachées. À Boston, les dossiers hospitaliers de maternité pour 1883 à 1887 sont perdus lors d'un incendie en 1924. À Londres, des sections entières des registres paroissiaux ont simplement disparu. Comment des dizaines de milliers d'enfants apparaissent-ils dans les institutions en l'espace de 3 ans, sans qu'on puisse retracer leur origine?
Ce n'était pas possible avec les systèmes administratifs victoriens. Le traitement de 40 000 nouveaux orphelins dans une seule ville en 18 mois nécessiterait des infrastructures massives. Des permis de construction pour de nouveaux établissements, des budgets gouvernementaux documentés, des débats parlementaires sur le financement. J'ai cherché ces documents. Les permis de construction pour de nouveaux orphelinats entre 1891 et 1894. Ils n'existent pratiquement pas. Pas pour l'ampleur de la construction qui aurait été nécessaire. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé quelque chose d'important. Ces enfants n'apparaissaient pas parce qu'on construisait des institutions pour eux. Ils apparaissaient parce que les institutions existaient déjà. Quelque chose n'allait pas. Fondamentalement pas. Et puis j'ai trouvé les photographies. Des rangées et des rangées d'enfants, tous portant des uniformes identiques, regardant l'objectif avec la même expression. Pas de chagrin, pas de confusion, mais quelque chose d'autre, quelque chose qui ressemblait à de la reconnaissance. J'ai commencé à examiner les bâtiments des orphelinats eux-mêmes, m'attendant à trouver de nouvelles constructions de l'ère victorienne. Des structures récentes pour accueillir cette explosion soudaine d'enfants. Ce que j'ai trouvé était impossible. Une photographie de 1897 montrait le nouveau New York Foundling Hospital. Le permis de construction affirmait une période de construction de 14 mois, achevée en 1896. Mais quand on examine la photographie attentivement, on voit des choses qui ne devraient pas être là. La pierre montre des signes d'usure incompatibles avec un bâtiment d'1 an. Les arbres dans la cour centrale ont clairement 30 ans ou plus de croissance. Et surtout, des niveaux de sous-sol visibles montrent des styles de maçonnerie qui datent des années 1860, peut-être même avant. J'ai trouvé des exemples similaires partout. L'orphelinat de la Salpêtrière à Paris, officiellement construit en 1893 à 1894, les photographies montrent des fondations qui s'étendent bien au-delà de l'empreinte du bâtiment actuel. Des systèmes de drainage en pierre taillée avec une précision qui n'existait pas dans la construction rapide des années 1890. À Londres, le Great Coram Street Hospital for Children, prétendument construit en 16 mois entre 1894 et 1895, un complexe massif de plusieurs ailes avec des systèmes de plomberie avancés, des systèmes de chauffage central et une acoustique architecturale sophistiquée. 16 mois, avec la main-d'œuvre manuelle de l'époque victorienne. J'ai travaillé comme consultant en construction pendant 3 ans avant de devenir chercheur. Je connais les délais. Un complexe de cette taille, avec cette sophistication technique, nécessiterait au minimum 4 à 5 ans de construction, même avec la technologie moderne. En 1894, avec des outils manuels et sans équipement électrique, on parle de 7 à 10 ans minimum. Pourtant, les permis affirment 14, 16, 18 mois, encore et encore. J'ai cherché les dessins architecturaux originaux, ceux qui montreraient la planification, les calculs structurels, les spécifications techniques. Pour des projets de cette ampleur, ces documents seraient monumentaux. Des centaines de pages, conservés méticuleusement dans les archives municipales. Ils n'existent pas. Ou plus précisément, ils sont absents. Les catalogues des archives montrent qu'ils auraient dû être là. Les numéros de référence sont listés. Mais les documents eux-mêmes ont disparu. À Philadelphie, les dessins architecturaux de 6 orphelinats majeurs construits entre 1893 et 1897 sont notés comme « détruits lors d'un incendie d'archives » en 1928. À Paris, perdus lors du réaménagement des archives en 1931. À Moscou, disparus sans autre explication. J'ai cherché des photographies de construction. À partir des années 1880, il était standard de photographier les grands projets de construction en cours. Des documentations étape par étape, des preuves visuelles des progrès. Pour ces orphelinats, construits prétendument dans les années 1890 quand la photographie était bien établie, ces images n'existent pas. Pas une seule photographie de construction, seulement des images de bâtiments terminés. J'ai trouvé des registres de contractants pour certains projets, des listes de travailleurs, des achats de matériaux. Mais ces registres commencent toujours en milieu de projet, jamais au début.
Et il se termine abruptement, souvent des mois avant la date d'achèvement officielle. Comme si on documentait la rénovation de quelque chose qui existait déjà, puis qu'on arrêtait d'enregistrer avant que le vrai travail soit terminé. J'ai examiné les modèles d'usure de la pierre sur une douzaine de ces bâtiments. La pierre calcaire montre des schémas de patine qui nécessitent 20 à 30 ans d'exposition aux éléments. Pourtant, ces bâtiments sont censés avoir été construits il y a 5 ans quand les photographies ont été prises. Les fondations s'étendent profondément, trop profondément pour la construction rapide décrite dans les permis. Ces fondations montrent des techniques de pose qui étaient courantes dans les années 1860 et 1870, mais abandonnées dans les années 1890 pour des méthodes plus rapides. Et puis, il y a les sites eux-mêmes. J'ai comparé les cartes de la ville. Avant 1890, ces emplacements sont étiquetés comme salles d'exposition, bâtiments d'exposition temporaire ou quartiers résidentiels démolis. Après 1895, ce sont des orphelinats. Mais quand on examine les photographies, les nouveaux orphelinats montrent les mêmes empreintes au sol que les bâtiments démolis, les mêmes configurations de cours, les mêmes orientations. Ces bâtiments n'ont pas été construits pour les orphelins. Ils ont été convertis pour les orphelins. À partir de quoi? Je m'attendais à trouver des variations régionales dans la gestion des orphelinats, des différences culturelles dans les vêtements, l'éducation, les structures quotidiennes. Au lieu de cela, j'ai découvert quelque chose d'impossible. Les uniformes étaient identiques. Pas similaires, identiques. J'ai rassemblé des photographies d'orphelinats de 12 pays différents, toutes datées entre 1895 et 1905. Boston, Paris, Londres, Berlin, Moscou, Vienne, Melbourne, Buenos Aires, Tokyo, Le Cap, Montréal, Bombay. Les garçons portaient tous le même style de veste à col montant avec des boutons en double rangée. Les filles portaient toutes des robes à taille haute avec des tabliers identiques. Même les chaussures suivaient le même modèle. Les dortoirs montraient la même disposition. Des billets rangés avec le même espacement, les mêmes armoires au pied des lits, les mêmes fenêtres placées aux mêmes intervalles. Les cours avaient la même conception, des espaces rectangulaires avec les mêmes proportions géométriques, les mêmes motifs de pavage. J'ai trouvé des manuels scolaires utilisés dans ces orphelinats, imprimés dans différentes langues mais avec exactement le même format de publication, les mêmes leçons, les mêmes exercices, les mêmes illustrations. Un manuel de géométrie de Boston en 1896, un manuel de géométrie de Paris en 1897, un manuel de géométrie de Moscou en 1898. Traduits dans différentes langues, mais identiques dans leur contenu, leur mise en page, leurs diagrammes. Comment était-ce possible? Ces pays n'avaient pas d'organes de coordination pour la gestion des orphelins, pas de conférences internationales, pas d'organisme de réglementation. La Société des Nations ne serait pas créée avant 1920, l'ONU pas avant 1945. Pourtant, en 1895, des orphelinats sur tous les continents suivaient le même système exact, avec une précision qui défie toute coordination accidentelle. J'ai cherché des registres d'expédition pour la production de masse d'uniformes. Pour des milliers d'uniformes identiques envoyés à travers le monde, il devrait y avoir des manifestes de navires, des registres douaniers, des factures de compagnies textiles. Rien. J'ai cherché des dépôts de brevets pour les conceptions vestimentaires spécifiques. Les motifs particuliers utilisés pour ces uniformes auraient été protégés commercialement s'ils étaient produits en masse. Aucun brevet n'existe. J'ai cherché des procès-verbaux de conseils d'administration discutant de la standardisation du programme. Pour que des institutions sur 5 continents adoptent des programmes identiques, il devrait y avoir de la correspondance, des débats, des décisions documentées. Ces documents n'existent pas. Le système apparaît complet, pleinement formé, sans période de développement, sans essai, sans évolution. Comme si quelqu'un avait distribué un manuel d'instruction à tous les orphelinats du monde simultanément, puis avait détruit toutes les preuves de qui avait créé ce manuel. Et puis j'ai remarqué quelque chose dans les photographies elles-mêmes. Les enfants ne semblaient pas désorientés par ces uniformes. Ils ne les portaient pas comme des vêtements nouveaux et étrangers. Ils les portaient avec familiarité.
Dans une photographie de 1896 de l'orphelinat de Berlin, on peut voir un groupe d'enfants en formation. Leurs postures sont identiques. Pas simplement debout en ligne, mais positionnés avec une précision géométrique. Chaque enfant exactement à la même distance de ses voisins, les bras à la même angle. Cette précision nécessite un entraînement, des semaines de pratique. Pourtant, les dossiers d'admission montrent que la plupart de ces enfants étaient dans l'institution depuis moins d'un mois. J'ai trouvé la même chose dans les photographies de Philadelphie, de Moscou, de Paris. Des enfants positionnés avec une précision géométrique, dans des uniformes qu'ils portaient avec familiarité après seulement quelques semaines d'institutionnalisation. Cette uniformité s'étendait même à l'architecture. Les colonnes des orphelinats de différents continents montraient les mêmes ratios proportionnels. Les fenêtres étaient espacées selon les mêmes intervalles géométriques. Les géométries acoustiques des salles communes étaient identiques. Le même modèle, encore et encore, partout dans le monde. Pas comme si différentes cultures développaient indépendamment des solutions similaires, mais comme si elles continuaient un modèle unique qui existait déjà. Ils ne créaient pas un système, ils en continuaient un, avec des enfants qui le comprenaient déjà. J'ai commencé à retracer les dossiers individuels des orphelins, m'attendant à trouver ce qu'on trouve toujours dans les archives d'orphelinat. Des certificats de décès des parents, des documents attestant de la pauvreté extrême, des papiers d'immigration pour les réfugiés, les traces habituelles de la tragédie qui crée des orphelins. Ce n'est pas ce que j'ai trouvé. Au lieu de cela, page après page, j'ai vu la même notation répétée comme un mantra administratif. Dans les registres de Lyon, France, couvrant 1894 à 1897, la phrase apparaît des centaines de fois, trouvée sans document, origine effacée, mémoire incertaine. Et dans les marges, écrit à la main par les administrateurs, une note qui revenait encore et encore, l'enfant ne se souvient pas. Pas l'enfant, pas cet enfant, mais l'enfant comme catégorie, comme si le fait de ne pas se souvenir était une caractéristique attendue, normale, documentée. J'ai fait des calculs démographiques. Si 40 000 nouveaux orphelins apparaissent à Paris seulement entre 1893 et 1896, cela nécessite 80 000 décès ou abandons de parents. C'est une hécatombe. Une catastrophe démographique massive qui devrait dominer les registres historiques. Mais les registres de décès de Paris pour ces années montrent des taux de mortalité normaux. Légèrement élevés en 1893 en raison d'une grippe saisonnière. Mais rien qui approche des 80 000 décès nécessaires. Les parents ne sont pas morts. Ils ont disparu de la documentation. Plus précisément, ils n'ont jamais existé dans la documentation. Ces enfants avaient des noms, ils avaient des âges enregistrés, ils parlaient des langues, ils avaient des compétences, des souvenirs, des personnalités, mais ils n'avaient aucune existence légale avant leur admission dans les institutions. Pas de dossier de sage-femme, pas de registre d'inscription scolaire, pas d'adresse antérieure, pas de connexion paroissiale, comme si leur vie précédente avait été administrativement effacée. Mais ce n'était pas aléatoire, c'était chirurgical. Un enfant admis à l'orphelinat de Philadelphie en 1894, identifié comme Thomas, environ 9 ans. Il parle anglais couramment, il sait lire et écrire, il a des compétences en arithmétique. Mais il n'y a aucun registre de sa naissance, aucune école ne l'a inscrit, aucune église ne l'a baptisé, aucun médecin n'a de dossier pour lui. Comment un enfant de 9 ans acquiert-il la lecture, l'écriture et l'arithmétique sans laisser aucune trace administrative de son éducation? Multiplier cela par des dizaines de milliers, ce n'était pas possible. Pas dans les sociétés bureaucratiques de la fin du XIXe siècle. Les villes documentaient tout. Les naissances, les décès, les vaccinations, les inscriptions scolaires, les adresses résidentielles. Pourtant, ces enfants existaient en dehors de ce système, ou plus précisément, ils entraient dans ce système sans histoire préalable. J'ai commencé à comparer les zones géographiques d'où ces enfants étaient censés venir. Les notations dans les registres d'admission mentionnaient parfois des quartiers. Trouvés près de la rue Saint-Antoine, amenés du district de Montmartre, récupérés dans la zone de l'East End.
J'ai comparé ces emplacements avec les cartes de la ville. Chaque emplacement mentionné apparaissait sur les cartes de 1890 avec des désignations spécifiques. Mais sur les cartes de 1895, ces mêmes zones étaient étiquetées différemment. Quartier démoli, en cours de réaménagement, reconfiguration urbaine. Des quartiers entiers perdaient leur identité exactement au moment où des enfants de ces quartiers perdaient leur histoire. Ce n'était pas de la négligence, c'était systématique. À Moscou, les registres d'admission de 1895 à 1896 mentionnent des enfants du district de Kitaï-Gorod. Mais les plans de la ville de 1896 montrent que Kitaï-Gorod a été restructuré en 1894 à 1895. Les bâtiments ont été démolis, les rues ont été réorganisées, les registres résidentiels ont été consolidés. La même chose à Londres, à Berlin, à Vienne. Des enfants sans histoire apparaissant de quartiers qui perdaient leur histoire. Et cela m'amène à la question que personne ne voulait écrire. Où étaient ces enfants avant de devenir orphelins? Pas avant la mort de leurs parents, avant leur entrée dans le système administratif. Où vivaient-ils? Comment étaient-ils éduqués? Qui les nourrissait, les habillait, leur apprenait à lire? Ils venaient de quelque part. Un endroit avec des écoles, des systèmes sociaux, des structures communautaires. Un endroit qui fonctionnait bien assez pour produire des enfants alphabétisés avec des compétences techniques. Mais cet endroit n'a laissé aucune trace administrative, comme s'il avait été effacé, délibérément, complètement. Et cela amène la plus grande question de toutes. Pourquoi? Pourquoi effacer l'origine de dizaines de milliers d'enfants? À moins que leur origine elle-même ne soit ce qu'on voulait cacher. Et cela nous amène à ce qui se cachait dans les photographies elles-mêmes, ce qui est exactement là que commence le chapitre suivant. Quand j'ai commencé à analyser les photographies des orphelins eux-mêmes, je m'attendais à voir des indicateurs classiques de la pauvreté victorienne. La malnutrition, les signes de maladie, le traumatisme. Ce que j'ai trouvé était impossible. Une photographie de 1896 de l'orphelinat de Boston montre 40 enfants en formation tenant des instruments de musique. Violon, cuivre, instruments à vent. Leurs postures sont correctes. Leurs positions de main sont précises. Ce ne sont pas des débutants tenant maladroitement des instruments nouveaux. Ce sont des musiciens avec un entraînement. J'ai vérifié les dossiers d'admission. La durée moyenne de résidence pour ces enfants était de 6 semaines. 6 semaines. La maîtrise musicale au niveau de la performance nécessite 1000 heures de formation au minimum. Plus pour les instruments à cordes comme les violons, bien plus pour les cuivres qui nécessitent le développement de l'embouchure. Ces enfants n'avaient pas été dans l'institution assez longtemps pour acquérir ces compétences. Pourtant, ils les avaient. J'ai trouvé une autre photographie, celle-ci de l'orphelinat de Philadelphie en 1897. Des dessins techniques affichés sur les murs, des rendus architecturaux, des dessins géométriques avec des proportions précises, attribués à des enfants âgés de 8 à 12 ans. Le dessin technique nécessite une éducation systématique, une compréhension de la géométrie, des proportions, de la perspective, des années d'instruction. Ces enfants étaient dans l'institution depuis 3 mois en moyenne. J'ai cherché des registres d'enseignants. Pour qu'une institution enseigne la musique à 40 enfants simultanément, elle aurait besoin de plusieurs instructeurs de musique. Pour le dessin technique, d'enseignants spécialisés. Les dossiers d'embauche montrent qu'aucun professeur de musique n'a été employé avant 1897. Aucun enseignant en dessin technique avant 1898. Pourtant, les photographies de 1896 montrent des enfants démontrant ces compétences. Les compétences précédaient les enseignants censés les créer. J'ai trouvé des journaux d'enfants. Pas les journaux intimes mélodramatiques qu'on pourrait attendre, mais des entrées techniques, des descriptions de systèmes hydrauliques avec une précision technique, des diagrammes de flux d'eau, des calculs de pression. Un journal de 1895, écrit par un garçon identifié comme Johann, 10 ans, décrit en détail un système de canaux d'eau qu'il se souvient de sa maison. Il dessine des schémas, il calcule les gradients de pression. Il décrit comment l'eau monte à travers les bâtiments sans pompe en utilisant uniquement la géométrie et la gravité. Ce n'est pas l'imagination d'un enfant,
c'est la compréhension technique. Mais il n'y a aucune trace de sa maison, aucune adresse, aucun bâtiment avec de tels systèmes hydrauliques répertoriés dans les registres immobiliers de la ville. Le système qu'il décrit n'existe pas, officiellement. J'ai trouvé des dizaines de journaux similaires, des enfants décrivant des systèmes architecturaux qu'ils se souviennent, des géométries de bâtiments, des systèmes de résonance acoustique, des canaux d'eau intégrés dans des structures de pierre, des systèmes qui n'apparaissent dans aucun manuel d'architecture de l'époque, des systèmes qui n'existent pas dans les bâtiments officiellement documentés des années 1890. Pourtant, des enfants de 8 à 12 ans les décrivaient avec précision technique. Ils n'apprenaient pas ces compétences, ils les possédaient déjà. Et puis j'ai trouvé quelque chose d'encore plus troublant. Des photographies de salles de classe. Des enfants travaillant sur des problèmes mathématiques au tableau. Les problèmes utilisaient des systèmes de mesure que je ne reconnaissais pas métriques, pas impériaux, mais quelque chose d'autre. Des unités basées sur des proportions géométriques, des ratios harmoniques. J'ai montré ces photographies à un ingénieur spécialisé en systèmes de mesure historiques. Il a identifié certains éléments comme similaires au système pré-industriel européen. Mais d'autres éléments ne correspondaient à aucun système connu. Ça ressemble à un système intégré, m'a-t-il dit, où les mesures pour l'eau, le son et la structure utilisent toutes les mêmes ratios de base. Nous ne faisons plus ça, nous avons des systèmes séparés pour différentes applications. Quand je lui ai dit que c'était des enfants de 10 ans qui utilisaient ces mesures en 1896, il est resté silencieux pendant un long moment. Où ont-ils appris ça ? A-t-il finalement demandé. C'était précisément la question. J'ai cherché des documents de programme, des plans de cours montrant comment ces compétences devaient être enseignées. Pour que des institutions sur plusieurs continents enseignent les mêmes systèmes techniques avancés, il devrait y avoir des documents de programme. Ils n'existent pas. Les compétences étaient là, documentées dans les photographies, préservées dans les journaux, visibles dans les travaux des enfants. Mais il n'y avait aucun registre de comment elles sont arrivées là. Il n'enseignait pas ces enfants. Il documentait ce que les enfants savaient déjà. Avant que quelqu'un décide qu'il ne devrait pas, je m'attendais à ce que les dossiers linguistiques des populations orphelines montrent des corrélations avec leurs origines géographiques prétendues. Des enfants de quartiers francophones parlant français, des enfants de zones anglophones parlant anglais, les modèles normaux. Ce n'est pas ce que j'ai trouvé. Les rapports administratifs de Philadelphie en 1895 notent que les enfants utilisent des phrases archaïques. Des enseignants à Moscou en 1896 décrivent les enfants utilisant une syntaxe inhabituelle. À Paris, des journaux d'enseignants décrivent des enfants corrigeant les instructeurs sur d'anciennes prononciations. J'ai trouvé des échantillons linguistiques préservés dans les journaux de l'orphelinat, des publications produites par les enfants dans le cadre de leurs programmes éducatifs. Et les modèles linguistiques étaient étranges. Un enfant de Philadelphie écrivant en anglais, mais utilisant des structures grammaticales françaises. Un enfant de Paris écrivant en français avec des modèles de syntaxe allemands. Un enfant de Moscou mélangeant le cyrillique et les caractères latins dans le même texte. Ce n'étaient pas des erreurs, c'étaient des modèles cohérents, grammaticalement corrects dans leur propre logique, mais ne correspondant à aucune langue standard unique. Et puis, il y avait le multilinguisme. Des rapports d'enseignants décrivant des enfants âgés de 6 à 10 ans parlant français, allemand et anglais avec une fluidité égale. Pas l'apprentissage séquentiel des langues où on peut identifier quelle langue est venue en premier, mais une compétence simultanée. Quand on demandait aux enfants quelle langue ils avaient apprise en premier, ils ne pouvaient pas répondre. Ils parlaient simplement toutes. Le développement linguistique nécessite une exposition cohérente. Un enfant apprend la langue parlée à la maison, dans la communauté, à l'école. Pour développer une fluidité native dans 3 langues simultanément, nécessite une communauté qui utilise ces 3 langues de manière interchangeable. Ces communautés existent. Les zones frontalières, les ports commerciaux, les centres cosmopolites. Mais ces enfants n'avaient aucune histoire documentée de provenance de tels endroits. Leur dossier d'admission ne mentionnait pas de régions frontalières ou de villes portuaires. Ils étaient simplement trouvés, origine inconnue. J'ai cherché des registres d'embauche d'interprètes. Pendant la vague d'admission de 1892 à 1895,
lorsque des dizaines de milliers d'enfants arrivaient avec des difficultés de communication documentées, les institutions auraient eu besoin d'interprètes. Aucun registre d'embauche d'interprètes n'existe. Pas d'évaluation linguistique documentant quelle langue les enfants parlaient à leur arrivée. Seulement des notes indiquant qu'ils s'adaptaient rapidement. Rapidement comment? En apprenant de nouvelles langues? Ou en cessant d'utiliser d'anciennes langues? J'ai trouvé quelque chose de troublant dans les journaux d'enseignants de Boston, 1896. Un enseignant décrivant un groupe d'enfants parlant entre eux dans un dialecte que je ne pouvais pas identifier. Il note qu'il a demandé à un collègue de l'université de Harvard, un linguiste, de venir écouter. Le linguiste n'a pas pu identifier la langue. Il l'a décrite comme possédant des éléments de plusieurs familles linguistiques, mais n'appartenant à aucune. L'enseignant note que dans les 2 semaines suivantes, les enfants ont cessé d'utiliser ce dialecte. Comme s'ils avaient été instruits de s'arrêter, écrit-il. Qui les aurait instruits et pourquoi? J'ai commencé à comparer ces modèles linguistiques avec autre chose que j'avais remarqué. Les inscriptions sur les bâtiments pré-1890. Les pierres angulaires des bâtiments construits dans les années 1870 et 1880 montrent souvent des textes multilingues. Pas des traductions, mais des mélanges. Un seul texte combinant le latin, le cyrillique et des éléments de langue romane. Exactement les mêmes mélanges linguistiques que les enfants utilisaient. Comme si les enfants parlaient la langue du système architectural qui disparaissait. Et puis j'ai trouvé le mot « interdit », celui qui apparaît dans les marges rayées, dans les rapports censurés, dans les documents qui n'étaient jamais censés survivre. Dans un rapport administratif de Paris, 1894, partiellement brûlé mais récupéré dans les archives, une note marginale en français. Ces enfants ne viennent pas de Paris, ils viennent de la Tartarie, ou de ce qu'il en reste. Le mot avait été rayé, plusieurs fois, mais l'encre avait saigné à travers le papier, le rendant lisible à contre-jour. Tartarie, je ne savais pas ce que cela signifiait, pas encore, mais j'allais le découvrir. J'ai commencé à chercher ce mot, Tartarie, Tartarie en anglais, Tartaria en latin. Je m'attendais à trouver un petit royaume obscur, peut-être une région historique perdue lors de réorganisations politiques du XIXe siècle. Ce que j'ai trouvé m'a secoué jusqu'à l'âme. J'ai commencé avec des atlas, des cartes anciennes. Si Tartarie était un lieu réel, elle apparaîtrait dans la cartographie historique. Elle était là, partout. Un atlas de 1860 montrait Grande Tartarie, couvrant une vaste étendue de l'Asie centrale. Pas un petit royaume, un territoire massif s'étendant de la mer Caspienne jusqu'à la Sibérie, au sud jusqu'aux frontières de la Perse et de la Chine. Un atlas de 1870 montrait région tartare. Le territoire était fragmenté, mais toujours présent. Un atlas de 1880 montrait des territoires fragmentés avec des désignations variées. Turkestan, province sibérienne, territoire non organisé. Un atlas de 1892 ne montrait aucune mention de Tartarie. Le terme avait complètement disparu, remplacé par territoires provinciaux et zones administratives. Pas un déclin graduel, une disparition totale en 30 ans. J'ai retracé les données de recensement pour les territoires tartares. Les archives russes, britanniques et françaises contenaient toutes des rapports de recensement pour ces régions jusqu'aux années 1870 et au début des années 1880. Les rapports décrivaient des villes, des infrastructures, des routes commerciales, des populations en millions, des systèmes administratifs complexes. Et puis, au milieu des années 1880, les rapports s'arrêtent simplement. Pas de compte-rendu de guerre, pas de désastre documenté, pas de migration massive. Les données démographiques s'arrêtent simplement comme si quelqu'un avait fermé le registre et ne l'avait jamais rouvert. J'ai cherché des dossiers commerciaux. Si Tartarie avait des villes et des infrastructures, elle aurait participé au commerce. Les ports européens auraient des registres de marchandises provenant de villes tartares. Ces registres existent. Jusqu'en 1875 environ. Marchandises de Samarcande en Tartarie. Textile de Boukhara, Tartarie. Métallurgie de Tobolsk, Tartarie. Puis les mêmes villes continuent d'apparaître dans les registres commerciaux, mais le mot Tartarie disparaît. Samarcande,
Turkestan russe. Boukhara, protectorat russe. Tobolsk, Sibérie. Les villes n'ont pas disparu. Leur identité a été réassignée. J'ai trouvé de la correspondance diplomatique, des archives du ministère des Affaires étrangères britannique faisant référence à des représentants tartares dans les années 1860, des discussions sur les accords commerciaux tartares, des négociations avec les autorités tartares. Cette correspondance cesse au début des années 1880. Pas graduellement, abruptement. La dernière référence que j'ai trouvée était une note de 1883 d'un diplomate britannique. Les représentants tartares ne sont plus reconnus. Toutes les futures communications doivent être dirigées vers les autorités russes provinciales. Qu'est-il arrivé aux représentants, aux autorités, aux structures administratives qui négociaient des accords jusqu'en 1883 ? Ils ont disparu de la documentation. Mais si Tartarie représentait de vraies populations, les cartes montrent des villes, des infrastructures, des routes commerciales. Alors leur disparition cartographique soudaine implique que des millions de personnes sont devenues administrativement invisibles simultanément à travers les continents. Aucune documentation de réfugiés correspondante, aucun programme de réinstallation, aucun registre de crise internationale. Les données de recensement pour les territoires tartares s'arrête entre 1875 et 1885 selon la région. Les dossiers commerciaux avec les villes tartares cessent. La correspondance diplomatique faisant référence aux représentants tartares se termine. Pas de déclin graduel. Silence immédiat. J'ai commencé à comprendre quelque chose. Ce n'était pas un État-nation dans le sens moderne. C'était quelque chose de différent. Un système civilisationnel. Un réseau intégré architectural, ingénierie culturelle s'étendant sur les continents. Caractérisé par des systèmes hydrauliques avancés, une architecture harmonique, une précision géométrique. Les cartes ne montraient pas les frontières d'un pays, elles montraient l'étendue d'un système. Et ce système a été administrativement effacé entre 1860 et 1892, exactement quand les vagues d'orphelins ont commencé. Les orphelins n'étaient pas sans parents, ils étaient sans patrie. Une patrie qui était en train d'être supprimée de l'histoire pendant qu'ils regardaient. Et puis j'ai réalisé quelque chose d'autre. Les compétences que ces enfants démontraient, la compréhension géométrique, la maîtrise musicale, les connaissances hydrauliques n'étaient pas aléatoires. C'étaient exactement les compétences requises pour le système architectural que j'avais vu dans les photographies d'avant 1890. L'architecture qui utilisait l'eau comme source d'énergie, les géométries qui créaient une résonance acoustique, les systèmes de mesure basés sur des ratios harmoniques. Les enfants n'apprenaient pas ces compétences dans les orphelinats. Ils les apportaient avec eux. De Tartarie, de ce qu'il en restait. Ils étaient les derniers à se souvenir comment fonctionnait le système, et c'est exactement pourquoi ils devaient oublier. Je devais comprendre le calendrier. Quand exactement ce système a-t-il disparu? Qu'est-ce qui a marqué la transition? J'ai commencé à examiner les expositions universelles, les grandes foires mondiales qui ont eu lieu entre 1889 et 1900. Paris, 1889. Chicago, 1893. Atlanta, 1895. Bruxelles, 1897. Paris à nouveau, en 1900. Je m'attendais à ce qu'elles soient sans rapport avec les orphelinats. Des événements culturels célébrant le progrès, des vitrines de l'innovation. Mais quand j'ai cartographié les emplacements des foires contre les emplacements des orphelinats, j'ai vu un schéma impossible à ignorer. L'exposition universelle de Chicago de 1893, la Ville Blanche, construite sur ce qui est maintenant Jackson Park. Des photographies montrent des structures néoclassiques massives couvrant plus de 600 acres, des systèmes de plomberie avancés, l'éclairage électrique dans tout le site, des passerelles mécaniques, une architecture acoustique sophistiquée. Le récit officiel affirme que tout cela a été construit en 18 mois, achevé en 1893, complètement démoli en 1895. 18 mois pour construire, 6 mois pour démolir. J'ai examiné les photographies de construction de la Ville Blanche. Elles montrent quelque chose d'étrange.
Les bâtiments ne ressemblent pas à des constructions en cours. Ils ressemblent à des rénovations, des structures existantes recouvertes de plâtre blanc, des façades ajoutées à des cadres qui semblent déjà présents. Des photographies aériennes montrent des systèmes de fondation s'étendant bien au-delà des empreintes des bâtiments temporaires. Des canaux d'eau en pierre taillée avec une précision qui n'aurait pas été nécessaire pour des structures de 18 mois. Et puis il y a la démolition. Pour des structures couvrant 600 acres, contenant des innovations comme l'éclairage électrique, les ascenseurs, les systèmes acoustiques avancés, on s'attendrait à une économie de récupération. Des matériaux revendus, des systèmes électriques récupérés, une documentation architecturale préservée. Rien de tout cela n'existe. Aucun registre de revente de matériaux, aucun contrat de démolition détaillant où sont allés les matériaux, aucun effort de préservation architecturale malgré les innovations contenues. Démoli comme pour cacher quelque chose, pas simplement pour dégager l'espace. Et voici ce qui est crucial. Les registres de l'orphelinat de Chicago montrent une augmentation de 400% des admissions entre 1894 et 1895. Pendant et immédiatement après la démolition de la Ville Blanche. J'ai trouvé le même schéma partout. L'exposition de Paris de 1889, construite sur le Champ de Mars, les photographies montrent des structures élaborées entourant la Tour Eiffel nouvellement construite. Le récit officiel dit que ces structures ont été démolies après l'exposition. Les registres de l'orphelinat parisien montrent une augmentation de 200% des admissions entre 1889 et 1891. L'exposition d'Atlanta de 1895, construite sur ce qu'on appelle maintenant Piedmont Park, structure massive, prétendument construite puis démolie en moins de 3 ans. Les orphelinats d'Atlanta montrent une augmentation de 300% des admissions entre 1895 et 1897. Les enfants apparaissaient pendant les phases de construction/démolition de ces foires. Pas après, pendant. Comme s'ils étaient déplacés de ces sites avant que quelque chose ne se passe. J'ai examiné de plus près l'architecture des bâtiments temporaires de l'exposition. Les photographies officielles montrent des structures néoclassiques élaborées. Mais quand on examine les détails, les proportions des colonnes, l'espacement des fenêtres, les conceptions acoustiques, on voit les mêmes signatures que les bâtiments institutionnels d'avant 1890 dans le monde entier. Proportions de colonnes identiques, intervalles géométriques identiques, intégration hydraulique identique. Ce n'étaient pas des répliques de l'ancienne architecture, c'était l'ancienne architecture révélée puis dissimulée. Les registres de démolition sont presque inexistants. Pas de photographie détaillée du processus de démolition, malgré la photographie étant courante dans les années 1890. Aucune archéologie post-démolition du site menée. Les structures ont été enlevées avec un minimum de documentation, comme si quelqu'un voulait s'assurer qu'aucun registre ne survive de ce qui était réellement là. Et les enfants ont été retirés en premier. J'ai trouvé une note dans les archives d'un travailleur social de Chicago, datée de 1894. Il décrit avoir trouvé des groupes d'enfants près du parc de l'exposition, apparemment sans surveillance. Quand on leur a demandé où étaient leurs parents, ils ont désigné les bâtiments. Mais les autorités de l'exposition ont déclaré qu'aucune famille ne résidait sur le site. Où vivaient ces enfants ? Dans les bâtiments de l'exposition qui allaient bientôt être démolis ? Si oui, pourquoi ? À moins que ces bâtiments n'aient pas été construits pour l'exposition. À moins qu'ils existaient déjà. Et que l'exposition n'était qu'une couverture pour quelque chose d'autre. Une couverture pour la démolition contrôlée de ce qui existait avant. Les foires ne célébraient pas le progrès. Elles organisaient la démolition contrôlée de ce qui était venu avant, avec les enfants retirés en premier. Avant de continuer plus profondément, si vous êtes encore là, si vous ressentez cette même étincelle que j'ai ressentie en commençant ce voyage, faites-moi une petite faveur. Cliquez sur le bouton « J'aime » maintenant. Pas pour l'algorithme, mais parce que ça me dit que vous êtes une des rares personnes qui veut vraiment la vérité. L'un des rares qui voit ce qui est caché entre les lignes. Quand j'ai commencé à examiner les dossiers psychologiques et médicaux des populations orphelines, je m'attendais à trouver de la documentation sur les traumatismes, le chagrin, l'anxiété d'abandon, les marqueurs psychologiques normaux des enfants qui ont perdu leurs parents. Ce n'est pas ce que j'ai trouvé.
Au lieu de cela, j'ai trouvé quelque chose de bien plus troublant. Un schéma d'amnésie collective. Des documents d'évaluation psychiatrique de l'asile de Boston, datés de 1896, décrivent plus de 40 enfants présentant un symptôme identique. Le patient ne peut pas se rappeler la résidence avant l'admission, devient agité lorsqu'on interroge sur l'histoire familiale, démontre une certitude de vie antérieure mais ne peut pas fournir de détails. Les notes du médecin continuent, comme si la mémoire avait été administrativement retirée. Administrativement retirée. Quel terme étrange pour un médecin. J'ai trouvé des évaluations similaires dans les dossiers de Philadelphie, de Paris, de Moscou, de Berlin. Des milliers d'enfants sur plusieurs continents présentant une amnésie identique. Pas un traumatisme général, mais une amnésie spécifique pour l'histoire personnelle avant 1892 à 1895. Ils se souvenaient du langage, ils se souvenaient des compétences, ils se souvenaient comment lire, écrire, jouer de la musique, dessiner des géométries. Mais ils ne se souvenaient pas des visages de leurs parents, pas de leurs adresses antérieures, pas de leur vie avant l'institutionnalisation. La littérature médicale n'a aucun phénomène comparable. L'amnésie traumatique affecte généralement la mémoire procédurale ainsi que la mémoire épisodique. Les gens oublient comment faire les choses ainsi que ce qui s'est passé. Ces enfants n'avaient oublié que qui ils étaient, pas ce qu'ils savaient. J'ai cherché les premières évaluations psychologiques, les documents de 1892 à 1894 qui auraient enregistré ce dont les enfants se souvenaient lors de leur première admission. Ces documents sont absents des archives. Les évaluations ultérieures, de 1896 à 1900, documentent seulement l'absence de mémoire. L'enregistrement de ce dont les enfants se souvenaient initialement a été retiré. J'ai trouvé une note exceptionnelle. Un médecin de Philadelphie, écrivant en 1895, décrit un garçon qui insistait pour se souvenir d'une grande structure avec de l'eau s'écoulant à travers les murs, des lumières sans flamme et de la musique qui venait de l'architecture elle-même. Le médecin note « Je l'ai renvoyé pour observation continue. De tels fantasmes suggèrent une tendance à la fabrication. » Mais 3 autres médecins, dans 3 villes différentes, décrivent des enfants se souvenant de détails presque identiques. De grandes structures, de l'eau dans les murs, des lumières sans flamme, une musique architecturale. Ce n'étaient pas des fantasmes, c'étaient des mémoires. Des mémoires d'un système architectural qui n'existait officiellement pas. Ou plus. Et puis j'ai trouvé les notes de traitement, les méthodes utilisées pour aider les enfants qui avaient du mal à s'adapter. Les enfants qui insistaient pour se souvenir de leur vie d'avant étaient soumis à ce qui était appelé thérapie d'ajustement, isolement, privation sensorielle, instruction répétitive. Un manuel de traitement de 1897 décrit la méthode. Le patient doit être constamment rappelé que les souvenirs confus de circonstances antérieures sont le produit du traumatisme et du stress. À travers une instruction cohérente et un renforcement positif pour les récits corrects, le patient peut être guidé vers une compréhension plus précise de son histoire. Récit correct. Pas de vrai récit. Correct. Il ne traitait pas un traumatisme. Il remplaçait des mémoires par des récits approuvés. Si les enfants étaient des survivants d'effacement civilisationnel, des témoins d'un système démoli, réécrit et réassigné, alors la mémoire elle-même devient une preuve nécessitant élimination. Pas une amnésie traumatique, mais une discontinuité historique stratégique imposée par le traitement institutionnel. Les enfants qui se souvenaient n'étaient pas malades, ils étaient dangereux. Dangereux parce qu'ils se souvenaient d'un monde qui avait reçu un nom différent, une histoire différente, un récit différent. J'ai trouvé une lettre d'un administrateur d'orphelinat de Boston à un collègue de Paris, datée de 1896. Il écrit « Nous continuons à avoir des difficultés avec les enfants plus âgés qui insistent sur des récits de leur vie antérieure, incompatibles avec les dossiers établis. Les méthodes d'ajustement se révèlent nécessaires dans environ 30% des cas. Les enfants plus jeunes s'adaptent plus facilement. Les enfants plus jeunes s'adaptent plus facilement parce qu'ils se souvenaient de moins ou parce qu'ils pouvaient être reconditionnés plus facilement.
Les orphelins de 1892 à 1900 n'ont pas oublié leurs parents, ils ont oublié leur monde. Parce que leur monde avait reçu un nom différent, une histoire différente, un récit différent. Et ce souvenir de l'ancien monde rendait impossible de fonctionner dans le nouveau. Alors on leur a appris à oublier, systématiquement, institutionnellement, par des méthodes qu'on appelait thérapie, mais qui ressemblaient davantage à l'effacement. Ils n'ont pas oublié leurs parents, ils ont oublié leur monde, parce que leur monde avait reçu un nom différent, une histoire différente, un récit différent. Je devais savoir ce qui était arrivé à ces enfants, après les années d'institutionnalisation, après la thérapie d'ajustement, après qu'on leur ait appris à oublier. Je m'attendais à trouver des dossiers d'adoption, des certificats de décès, des documents de transfert, des résultats normaux pour les enfants institutionnalisés. Au lieu de cela, j'ai trouvé un trou noir dans les archives. J'ai comparé les registres du New York Foundling Hospital sur plusieurs années. 1894, 3400 enfants résidents. 1896, 4100 enfants résidents. 1898, 4800 enfants résidents. 1902, 1200 enfants résidents. 3600 enfants avaient disparu des registres en 4 ans. Où sont-ils allés? J'ai cherché les dossiers d'adoption correspondants. Pour 3600 adoptions sur 4 ans, il devrait y avoir d'énormes volumes de documentation. Des familles d'accueil évaluées, des contrats signés, des paiements traités, des suivis effectués. Ces dossiers n'existent pas. J'ai cherché les certificats de décès. Les orphelinats du 19e siècle avaient des taux de mortalité élevés. Mais 3600 décès sur 4 ans représenteraient un taux de mortalité de plus de 75%. Une catastrophe qui aurait dominé les journaux, déclenché des enquêtes parlementaires. Aucune couverture de presse, aucune enquête, aucun scandale de santé publique. J'ai cherché les documents de transfert. Peut-être que les enfants avaient été déplacés vers d'autres institutions. Il devrait y avoir des registres de transfert, des manifestes de transport, de la correspondance entre institutions. Rien. Les marges des registres montrent des notes, dossiers transférés, fichiers relocalisés, voire l'administration centrale. J'ai cherché l'administration centrale. Elle n'existe plus. Dissoute en 1923. Ses archives perdues lors d'un incendie d'entrepôt en 1925. Comme c'est pratique. J'ai trouvé le même schéma dans toutes les grandes villes. Philadelphie, Boston, Londres, Paris, Moscou. Des milliers d'enfants entrant dans les institutions entre 1892 et 1896, puis disparaissant des registres entre 1900 et 1905. Ce n'est pas une perte de documents. C'est une absence de documents qui aurait dû exister, comme une fonction de base du système bureaucratique. Les institutions victoriennes étaient obsédées par la tenue de registres, chaque admission documentée, chaque repas comptabilisé, chaque vêtement inventorié. Pourtant, pour des milliers d'enfants, les résultats finaux ne sont tout simplement pas enregistrés. Et puis j'ai remarqué quelque chose. Le silence n'était pas aléatoire, il était concentré dans une cohorte spécifique. Les enfants âgés de 8 à 15 ans en 1895, ce qui signifie nés entre 1880 et 1887. La cohorte qui aurait une mémoire directe de la vie pré-institutionnelle. Des souvenirs de ce qui existait avant 1892. Les enfants plus jeunes, nés après 1890, ont une documentation normale de continuation, des adoptions enregistrées, des transferts documentés, des trajectoires de vie traçables. Mais les enfants plus âgés, ceux qui se souvenaient, disparaissent des registres. Quand je dis disparaissent, je ne veux pas dire qu'ils sont morts et mal documentés. Je veux dire qu'ils cessent d'exister dans n'importe quelle documentation. Aucune trace de mariage, aucun registre d'emploi, aucune inscription au recensement, aucune pierre tombale. Comme s'ils avaient été effacés du registre public. J'ai trouvé une exception. Un seul enfant avec une trajectoire traçable. Un garçon nommé Michael, admis à l'orphelinat de Philadelphie en 1894 à l'âge de 10 ans.
Son dossier montre une thérapie d'ajustement intensive entre 1895 et 1897. En 1898, il est adopté par une famille de Pennsylvanie. Son dossier d'adoption note « L'enfant a complètement surmonté les tendances antérieures à la fabrication, maintenant bien ajusté et réceptif à l'instruction correcte. Il est le seul enfant de sa cohorte d'âge avec un résultat documenté, le seul qui a été ajusté avec succès. Les autres, ceux qui ont résisté à l'ajustement, qui ont insisté pour se souvenir, disparaissent simplement. La cohorte qui disparaît de la documentation est la cohorte qui aurait eu une mémoire du système précédent. La réalité architecturale avant la rénovation. Les structures organisationnelles avant la réforme. La vie quotidienne dans une civilisation pas encore réécrite. Retirer ces enfants de la documentation retire le témoignage vivant. Si Tartaria était réel, si c'était un système civilisationnel fonctionnel avec des millions de personnes vivant dans un réseau architectural intégré, alors les enfants de 1880 à 1887 auraient grandi dans ce système. Ils se souviendraient de comment il fonctionnait, de à quoi ressemblait la vie quotidienne, de quoi étaient réellement les bâtiments. Ces souvenirs rendraient impossible de maintenir le nouveau récit. Le récit selon lequel les grandes structures étaient nouvelles, que le système hydraulique avait toujours été des pompes et des tuyaux, que l'architecture était toujours décoration, jamais fonction. Alors ces enfants devaient disparaître, pas seulement des institutions, de l'histoire elle-même. Les enfants qui se souvenaient n'ont pas été adoptés, ils ont été effacés, 2 fois. Une fois de leur civilisation, une fois des registres de ce qui est venu après. Je devais comprendre ce qu'on enseignait à ces enfants, ou plus précisément, ce qu'on leur apprenait à ne pas faire. J'ai commencé à examiner les programmes des orphelinats et les horaires quotidiens, m'attendant à trouver une éducation de base et une instruction morale. Ce que j'ai trouvé était un programme intensif de rééducation. Un manuel d'orphelinat de Philadelphie datant de 1897 liste les comportements interdits. Pas les comportements moraux qu'on pourrait attendre, mensonges, vols, violence, mais des comportements techniques, dessiner des motifs géométriques sans instruction, chanter en résonance harmonique, discuter de systèmes d'eau, utiliser des mesures archaïques. Ces interdictions étaient spécifiques, détaillées, comme si quelqu'un avait créé une liste de comportements précis à éliminer. Des journaux de punition montrent des enfants disciplinés pour insistance sur les anciennes méthodes et refus d'adopter les normes actuelles. Un garçon puni pour avoir dessiné des schémas d'eau lors de cours de géométrie au lieu de suivre les instructions. Une fille disciplinée pour chanter dans des harmoniques non standards pendant la pratique chorale. Un autre enfant puni pour insister sur le fait que les mesures enseignées sont incorrectes et démontrer des ratios alternatifs. Ce n'étaient pas des infractions morales, c'était des infractions techniques. Les enfants étaient punis pour démontrer des connaissances qu'ils n'étaient pas censés avoir. Les manuels d'enseignement mettent l'accent sur la pensée progressiste et le rejet de la superstition avec une intensité inhabituelle. Page après page, insistant sur le fait que les anciennes méthodes sont inférieures, que les techniques modernes sont supérieures, que le progrès nécessite d'oublier les pratiques obsolètes. Pourquoi mettre autant l'accent sur l'oubli ? Si les anciennes méthodes étaient vraiment inférieures, elles s'effaceraient naturellement par désutilisation. Pourquoi imposer l'oubli ? À moins que les anciennes méthodes ne soient pas inférieures, à moins qu'elles ne soient supérieures. Et que